j'essaye de faire quelque chose qui négocie entre ma réflexion personnelle et surtout qui essaye de se tenir à la hauteur de ce qui est là. Alors il y a les abbesses, et puis il y a les générations successives qui ont contribué à restaurer Fontevraud. C'est pas angoissant, c'est le vertige du temps. On s'inscrit dans une histoire qui ne s'arrête pas, qu'on est un petit moment de cette histoire, oui. L'abbaye de Fontevraud a toujours eu des personnages emblématiques. Le premier étant Robert d'Abbessel, mais on parle d'Aliénor d'Aquitaine, on parle de grandes abbesses, on parle de grands personnages qui ont construit et qui ont travaillé à l'évolution de cette cité. Et si aujourd'hui on a un bâtiment aussi majestueux, aussi monumental, c'est parce qu'il a été porté par ces grands maîtres d'ouvrage, ces grands personnages. Sûrement que lorsque, au XVIe siècle, René de Bourbon décide de modifier la salle du réfectoire, qui avait un aspect roman, elle le fait avec une architecture de son époque. Voilà, elle a cherché vraiment à faire une œuvre de son temps. C'est un peu particulier Fontevraud, parce que c'est à la fois, quand on le visite, on a l'impression de quelque chose de très homogène, parce que ça a été très restauré, c'est très blanc. Et à la fois, c'est un site assez complexe. On récupère finalement un bâtiment avec son état existant. Alors d'abord avec un état sanitaire, qui est la première raison d'une restauration. Et puis après, très souvent, on doit profiter d'une restauration pour des questions de conservation, pour le mettre en valeur. On est héritier d'un patrimoine qui est là depuis plus de 900 ans, donc il nous dépasse. Et donc on doit être à son service. Pour moi, le meilleur moyen d'être à son service et de pouvoir le transmettre aux générations futures, c'est de le révéler d'une nouvelle manière, originale, avec les artistes et avec la présence des œuvres de l'esprit. Le geste des artistes contemporains, il est essentiel parce qu'il permet de rendre visible ce qui est invisible aujourd'hui en fait. Il faut vivre avec son temps. Donc on ne va pas se mettre à faire des copies, des imitations, des ersatz, surtout lorsque l'on n'a pas ou peu de modèles. À l'époque des fontevristes, le réfectoire était un bâtiment qui était plutôt fermé, très tourné vers le cloître, vers le nord, avec une lumière qui ne venait que du haut vers le bas, tournée vers une véritable spiritualité, une intériorité. L'époque carcérale a bouleversé ce fonctionnement par la lumière qu'il a créée au sud, en ouvrant des grandes baies vers le sud. Et en faisant cette transformation, l'époque carcérale a complètement réorienté le réfectoire en changeant, y compris la dimension spirituelle de ce bâtiment. Ce qui est important, moi, je trouve, dans votre travail, c'est que quand on sera à l'intérieur et qu'on pourra regarder quand même le paysage, c'est-à-dire le vitrail n'est pas un obstacle visuel, voir, non. Voilà. Non. C'est important qu'on ne soit pas dans un espace fermé, alors qu'il a été un espace fermé ouvert sur le cloître. C'est devenu un espace ouvert sur le plein sud. Et ça marque aussi le fait, et moi je me souviens quand on a eu notre première rencontre, je me suis dit, parce que les artistes, parfois comme les politiques, ont des gros égos, mais le seul fait d'ailleurs que François ait imaginé une œuvre qui soit très délicate, assez transparente, c'est une forme d'effacement de l'ego. Et ça, c'est rare, et merci à François de s'inscrire dans le génie du lieu quand même, de respecter le génie du lieu, plutôt que de vouloir à tout prix apposer une marque de sa propre personnalité, de son geste artistique. Ça, c'est important à souligner. Au cours de la conception de l'œuvre, il s'est posé la question d'essayer de renouer avec l'histoire, pas de rétablir une histoire, c'est pas forcément la volonté. Mais c'est alors que la proposition de François Rohan a été cette évocation de baies hautes
dans cette disposition 16e. Ce qu'apporte l'œuvre aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant parce que le fait de refermer visuellement la partie basse des baies par le dessin, par l'œuvre, pour valoriser la partie haute à la fois des baies au sud et de travailler sur une œuvre miroir sur la partie nord en restituant le volume des anciennes baies, raconte une histoire qui a aujourd'hui disparu physiquement. Donc à la fois il y a un écho en symétrie purement architecturale pour retrouver un équilibre, et à la fois il y a une évocation qui a un sens par l'histoire qu'a eu Fontevraud. Cette œuvre artistique a été d'abord le fruit d'un dialogue qui a été fait entre nous, acteurs de l'abbaye, que ce soit à la région, que ce soit à l'État. Nous avons beaucoup discuté sur les attendus, sur ce qu'était ce bâtiment et son histoire, comment ce bâtiment a évolué, et aujourd'hui, comment l'œuvre d'art s'inscrit dans cette évolution. Qu'est-ce que l'art décide de raconter de cette histoire? Et en cela, c'est une véritable réussite par ce dialogue, parce que cette œuvre est une expression très fine de ce dialogue humain et de ce dialogue architectural. « 60 ans de carrière », il est dans un mouvement, dans un geste qui est totalement contemporain, c'est-à-dire qu'il est vraiment en mouvement lui-même, et sa peinture, elle résiste, elle est puissante, elle est fraîche. D'ailleurs, même la technique même de son travail, elle colle parfaitement à l'esprit du lieu, dans le sens où on n'est pas sur des grandes verrières, on est sur des fenêtres qui sont restaurées d'une époque, sur lesquelles on insère des carreaux, etc., dans lesquels il raconte des histoires. Donc il y a tout son travail de tressage dans la peinture, on le retrouve mine de rien dans le travail du verre. Clairement, en grattant un peu, on va retrouver des images qui sont ailleurs dans le monument et qui font sens. Et donc le projet, il est là vraiment pour sublimer l'histoire de l'abbaye. Son geste, il est là pour sublimer toutes celles et ceux qui ont habité et fait le lieu en fait. Ce sont des choses de 1965, 66, c'est travaux d'écoliers. Tout ça pour dire que très tôt, mon travail a relevé d'un travail d'assemblage, de collage et d'assemblage. J'ai appelé ça tressage, mais... Il y a un motif que j'ai l'impression de reconnaître peut-être, c'est la croix. Pourquoi elle naît déjà dans les années 60 ? Mais j'en sais rien. La croix, c'est à la fois... D'ailleurs, dans mon cas, c'est pas la croix, c'est le chiasme. Mais la croix, elle m'intéresse parce que à l'endroit où les directions se recoupent, il y a un point central sur lequel s'arrête l'œil. Et parce que l'œil, il a besoin de s'arrêter quelque part pour méditer. La croix, c'est la verticale et l'horizontale. Bon. C'est aussi l'objet de la grille moderniste. Donc, au commencement, était la croix. Et je ne suis pas encore tout à fait mort, mais presque. Et je m'occupe de croix. Comme dirait ma mère, la croix et la bannière. Enfin, voilà. La première fois, j'ai pu me promener seul dans Fontevraud. La beauté de cette architecture, dans ce lieu de retiré, ce lieu de clôture, m'a littéralement bouleversé. Et j'ai commencé à essayer de lire des choses sur l'histoire de Fontevraud. Et disons que ça m'a complètement embarqué
de penser que cette grande entreprise spirituelle avait été stoppée par la violence de l'histoire et par ce qu'on appelait la Révolution, qui a essayé de détruire la trace de cette œuvre qui ne s'est pas faite en un jour. Tout ça commence à secouer une réflexion personnelle sur l'histoire. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on me demandait d'intervenir par un travail sur verre sur la paroi sud, et qu'au fond, cette paroi sud, c'est la résultante de l'adaptation de Fontevraud à une utilisation pour le moins profane, à savoir celle de faire une centrale qui allait devenir un lieu de production. Donc si vous voulez, cette violence inscrite dans la pierre, la manipulation d'une grande architecture qui avait été pensée sous un certain signe, là j'avais une dramaturgie sur laquelle moi je n'avais rien à faire, sinon à la faire sentir. Et le décor que nous faisons ensemble, je pense, contribuera peut-être à faire comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que d'abord ce soit un lieu qui soit beau. Et je pense que le travail de l'art, d'ailleurs chez les meilleurs artistes, ils ne sont jamais coupés de la complexité de l'histoire. Voilà, bon, après, on fait ce qu'on fait. Surtout, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut. Notre place dépasse le simple geste de l'artisan. Il y a d'abord une compréhension de l'œuvre, une analyse de l'œuvre, une compréhension et une interprétation. Donc on est au-delà du geste artisanal. Des fois je fais des parallèles avec la musique en disant qu'il y a un compositeur qui va écrire une partition musicale, mais après il va y avoir un interprète. Et on sait qu'on a à notre disposition des matériaux, des techniques, et à nous de trouver les meilleurs matériaux et les meilleures techniques sur ces matériaux pour réaliser la meilleure œuvre, la meilleure interprétation. Ce qui est le plus important, c'est plutôt de comprendre le souhait de François, de voir comment ça s'intègre dans l'architecture et que ça réponde au mieux au projet de l'artiste dans cette architecture. Travailler avec les artistes, c'est intéressant car en fait, on a une phase de recherche qui est très importante et parfois même plus importante que le temps de réalisation par la suite. On a eu beaucoup d'essais pour trouver vraiment les bonnes teintes et les bonnes couleurs, le bon sablage et la façon de les réaliser vraiment comme l'artiste les souhaitait. La lumière, c'est la transparence, la vie. Le fait de faire des vitraux, en fait, on accompagne la lumière, en fait. On la transforme, on la rend plus joyeuse, plus triste, ou vraiment selon ce que les artistes nous demandent. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors là, on est sur un système de phase 3 couches avec les peintures à base d'huile de lin, 100% huile naturelle. Voilà. Elle demande un gestuel plutôt appliqué parce que c'est une peinture assez grasse, qui est chargée en huile, hein, bien évidemment. Donc elle a un geste, il faut la travailler différemment d'une peinture, je dirais, basique ou acrylique, quoi. Voilà. C'est des peintures à l'ancienne, en fin de compte, voilà, et c'est plutôt agréable à utiliser comme peinture. Le chantier, il a deux couleurs. Il a la couleur extérieure qui est un beige Mayenne, et l'intérieur, c'est un mélange malouinière de deux teintes. Voilà, donc ces deux couleurs.
des beiges néogothiques avec un compoint, en fin de compte, qui vont être mélangés à 50% pour donner la teinte finale intérieure. Voilà. Donc là, on est sur la phase de première couche, et le vitraliste après posera les vitraux, il fera ses mastiques, et nous, on interviendra sur la phase de finition, sur la troisième couche. Ça fait 38 ans que j'exerce le métier de peintre. C'est le souci de la perfection, c'est aussi le souci de la pérennité, de la rénovation. Voilà. Je pense que c'est aussi une certaine fierté de travailler sur les bâtiments de France. Pour moi, c'est la consécration, c'est l'apothéose de mon expérience. Enfin, j'arrive, je travaille derrière un vitraliste qui a créé, voilà, moi ça me parle, ça me touche. Justement, sur la lumière, moi, ce qui est important, c'est qu'il y a deux créations en une, finalement. Il y a la création du vitrail, la couleur du vitrail, les gravures sur le vitrail, et ensuite la lumière qui va venir traverser le vitrail va recréer une autre œuvre. Absolument. Comment vous imaginez ce nouvel espace qui va être colorisé, qui va être redessiné? Je ne l'imagine pas. J'attends de voir.